Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories, votre nouveau rendez-vous tous les week-ends pour faire le plein d'énergie et d'audace avec des entrepreneurs qui décrypteront leur stratégie, leurs joies et leurs doutes aussi. Une équipe de chroniqueurs également qui nous raconteront l'entreprise de l'intérieur. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle de Bardis, directrice générale d'Angelina, qui nous parlera du renouveau de la marque en cette rentrée. En deuxième partie d'émission, Justine Hutto, fondatrice de Respire, revient avec nous et elle nous parlera de la stratégie client de Respire, une stratégie peu éloignée de celle de Teddy Bear. Et ça tombe bien puisque son fondateur, Julien Sylvain, sera avec nous aussi sur le plateau pour décortiquer les clés de succès de ces fameuses DNVB, les Digital Native Vertical Brands. Smart Stories, c'est parti. Isabelle de Bardis, directrice générale d'Angelina. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc la directrice générale de ce fameux salon de thé de la rue de Rivoli qui est né il y a déjà 117 ans, si mes calculs sont bons. 1903. 1903, donc apprécié des Parisiens, mais plus encore des étrangers à Paris, qui connaît un développement massif, on le sait moins à l'international, notamment depuis votre première ouverture au Japon. C'était en 1983. Aujourd'hui, Angelina, on va en parler, c'est 31 points de vente, dont 31 points de vente à l'étranger, dans 10 pays différents, ce qui est colossal. Alors, ça me permet d'entrer directement dans le vif du sujet. La clientèle étrangère dans les salons de thé parisiens, c'est à peu près quelle part de votre chiffre d'affaires? Elle doit être très, très, très importante, au-delà de 60-70%, j'imagine. Et comment, du coup, avez-vous résisté à ce Covid et à au déconfinement? Alors, selon les sites, la part des étrangers peut varier énormément. Rue de Rivoli, ça doit être de l'ordre de 60-70, voire 80% par période. Donc, évidemment, en période de confinement, tout était fermé. On a commencé à réouvrir à partir du 17 juin. Presque tous les sites ont réouvert à aujourd'hui, sauf le Palais des Congrès, parce que les congrès ne redémarrent que la semaine prochaine. Et on s'adapte, on ferme, on fait tout ce qu'il faut pour que les sites ferment dans de bonnes conditions. Et on réouvre également avec toutes les conditions sanitaires extrêmement présentes et contraignantes, et en même temps rassurantes pour nos clients. Donc, comme tout le monde, on courbe le dos. Angelina est sûrement une marque qui accuse le coup plus sévèrement parce que la part des étrangers est très importante. Justement, donc les étrangers, ils ne sont plus là, même depuis que vous avez réouvert rue de Rivoli. Donc concrètement, il vous faut reséduire les Français qui, eux, avaient quelque part un peu délaissé, peut-être. En fait, on avait les Français, mais c'est vrai que la queue, de temps en temps, rue de Rivoli, peut décourager certains Parisiens. Alors, comment les reséduire, les Parisiens qui ont toujours apprécié quand même votre marque? Mais vous savez, les Parisiens, les Parisiens et les Français, d'ailleurs, d'une manière plus générale, se sont réappropriés des endroits comme le château de Versailles, comme le musée du Louvre, quand ça a réouvert. Donc, des Angelina, partout où ils savaient qu'ils étaient envahis par les touristes, ils se sont dit, c'est le moment d'en profiter. Et tout le monde a communiqué un peu dans ce sens-là. Nous aussi, sur les réseaux, on a un peu joué sur cette idée de venez chez Angelina sans faire la queue pour une fois. Donc on s'est permis de le dire puisque tout le monde savait qu'il n'y avait pas les touristes. Et donc vous avez récupéré ces Français? On a récupéré parce que heureusement on n'est pas à moins 80% de chiffre d'affaires que si on considère qu'on a 80% mathématiquement. Mais on a récupéré un peu de clientèle locale et de Parisiens. Quid de vos salons à l'étranger? Comment ça se passe? Au Japon, en Chine, au Qatar, en Arabie Saoudite où vous êtes présent? Alors, chaque pays, pratiquement, c'est une histoire différente. On peut quand même regrouper tout le Moyen-Orient parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans tous ces pays. Au Japon, c'est historique. C'est un pays qui a une culture de la pâtisserie très ancrée. Et on y est depuis les années 80. Donc, la crème de marron, qui est le produit emblématique d'Angelina avec son fameux Mont Blanc, c'est des choses qui collaient très, très bien avec le pays. Donc, au Japon, ils ont une culture aussi de la distribution qui est très différente avec des food courts dans les basements des grands magasins. Donc, beaucoup de corners, ce qui explique le nombre de points de vente assez important dans ce pays-là. Donc là, au Japon, ils ont l'habitude de vivre avec des masques. Donc ils ont subi le Covid, mais beaucoup moins violemment que chez nous, que même dans les pays du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Angelina, ça se développe vraiment selon un business model très similaire à celui de la rue de Rivoli. Donc un salon de thé, une boutique, de la vente de pâtisserie, du snacking, et avec une adaptation locale très fréquemment. Parce que ils ont tous, en fait, à l'étranger, ce ne sont pas les expatriés que l'on vise, mais vraiment la clientèle locale. Et les locaux, ils ont besoin d'un petit déjeuner avec des habitudes qu'ils peuvent avoir. Donc, on adapte le concept à la clientèle Vous avez locale. adapté le concept, mais quid des chiffres?
Ils sont excellents. Ils sont excellents. Même en période de crise. Ah non, alors en période de crise. Non, mais là, on parle de ces 6 derniers mois. Alors, les 6 derniers mois, alors c'est très très simple. Ça a été fermé pendant plusieurs mois, plus longtemps d'ailleurs au Moyen-Orient que chez nous. Et ils ont essayé de mettre en place du take-away, du delivery, etc., avec plus ou moins de bonheur. Mais ils ont quand même réussi à faire pas mal de choses. Ils sont très dynamiques dans ces pays. Et là, la réouverture, en Arabie Saoudite, ils cartonnent. C'est impressionnant. Ils ont peut-être des moins 15, moins 20%. En Chine également, peut-être Parce que la consommation reprend de façon assez frénétique. En Chine, c'est un peu plus compliqué. La Chine, c'est vraiment un pays à part. C'est plus compliqué. Déjà, en temps normal, c'est déjà compliqué. Mais alors, vous nous décrivez quand même une situation qui est très inconfortable. Est-ce que le fait d'appartenir au groupe Bertrand depuis 2005, c'est ça, depuis 15 ans, vous a permis de limiter la casse? Qu'est-ce qui vous ont apporté? Il y a beaucoup de choses qui nous ont permis de limiter la casse. Effectivement, appartenir au groupe Bertrand avec des fonctions support qui nous ont aidés à traiter tous les sujets, que ce soit bailleurs, assureurs, hygiène, toutes les questions sanitaires. C'était un énorme appui d'avoir des fonctions support qui étaient présentes. Ensuite, notre énorme force, c'est d'être une marque qui a plus de 100 ans, 120 ans. Et Angelina, elle a vécu les guerres, elle a tout vécu, donc elle va bien traverser ce Covid. Donc la force de la marque, elle est extrêmement... Il y a eu des moments, justement, pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale, où la crise, les secousses ont été plus importantes pour Angelina qu'aujourd'hui, finalement. Alors, très sincèrement, je n'ai pas l'historique, malheureusement, en main. Intéressant de regarder. J'adorerais avoir l'historique, mais ça a été des familles qui ont géré ça pendant très longtemps. La famille Rempelmeyer qui l'a géré pendant très longtemps. Il y a très peu de traces qui ont été laissées. Ce que je sais, c'est que ça n'a jamais fermé. A priori, c'est toujours resté ouvert. Mais je sais que quand Olivier Bertrand l'a récupéré en 2005, c'était un peu moribond et qu'il a redonné un dynamisme à cette affaire, comme il sait le faire d'ailleurs dans toutes les affaires qu'il reprend. Du coup, chiffre d'affaires 2020 par rapport à 2019, vous attendez une perte de quel ordre? Oh là là, c'est des pertes à 2 chiffres et importantes. C'est important. Le gouvernement, les annonces du plan de relance du gouvernement, est-ce qu'elles vont vous servir, ces mesures en faveur du chômage partiel, pas de relance du pouvoir d'achat des ménages, mais justement des mesures pour les entreprises? Est-ce que vous vous sentez soutenu de ce côté-là? Oui, quand même. Là, on a une chance. On peut le comparer d'ailleurs avec tous nos franchisés à l'international qui nous racontent ce qu'ils n'ont, surtout ce qu'ils n'ont pas. Et on est vraiment extrêmement gâtés. Le chômage partiel, l'activité partielle, c'est quand même un support énorme. Le report de charges, non, on est extrêmement soutenu malgré tout. Et Olivier Bertrand a d'ailleurs beaucoup travaillé dans ce sens aussi pour qu'il y ait une baisse de la TVA. Pour le moment, on n'a pas encore gagné sur ce point-là, mais le combat n'est peut-être pas complètement terminé et clos, mais c'est sûr qu'on est quand même très accompagné en France. On paye des impôts, mais on récupère quand même une partie là. Preuve de votre agilité, de votre dynamisme. Vous prévoyez déjà des ouvertures de salons de thé pour 2021 aux États-Unis, notamment. Alors pourquoi ne pas avoir été vous implanter à New York avant d'abord? Alors c'est quand même 117 ans pour aller s'installer à New York, c'est long. Non, mais alors on a été implanté. La marque a été présente à New York dans les années 90. Je crois qu'elle est sortie de New York dans les années 95-97. Et quand Olivier Bertrand a repris en 2005 on a initié à nouveau un développement à l'international à partir des années 2012, 13, 14. Et moi, je suis arrivée à la tête de cette marque en 2016. J'ai signé fin 2017 un contrat pour les États-Unis. Et le temps que ça se mette en place, qu'on trouve le local, parce que c'est très compliqué de trouver un local bien situé dans New York, on devait ouvrir et ça a été reporté. Au moment où on a ouvert, tous les restaurants ont fermé à New York. On doit ouvrir fin septembre en principe. Fin septembre 2020. Et en 2021, qu'est-ce qui est prévu? Alors en 2021, si tout se passe bien à New York, il y aura peut-être une deuxième ouverture qui va se mettre en route pour une ouverture ou fin d'année ou début d'année d'après. Et on a fait plein de projets au Moyen-Orient. Donc là, j'étais encore en collière avec le Bahreïn. On a 2 ouvertures prévues fin d'année, début d'année prochaine. Tout ça n'est pas remis du tout en cause par ce qui se passe et par la crise économique et sociale qui s'annonce? Curieusement, non. Curieusement, non. Parce qu'on a la force d'une marque, en fait. Donc on sait qu'il y a eu une parenthèse, qu'il va falloir la refermer, qu'il va falloir remobiliser tout le monde. Mais la force de la marque, elle est extrêmement présente. Donc on a un plan de développement qui est prévu au Japon. Je suis en pleine négociation sur plein de choses au Japon. En Chine, on a un programme de développement aussi. Il y a eu un gros coup de frein, ça c'est sûr. À quel rythme on va pouvoir réaccélérer ces fameuses courbes en U, en V, en tout ce qu'on voudra?
W aussi. En W, en K aussi, ceux qui montent, ceux qui descendent. Nous, je pense qu'on va continuer de croître. À quel rythme? C'est un peu compliqué de le prognostiquer parce que même là, on ne savait pas à quel rythme les pays allaient réouvrir. J'ai encore le Bahreïn qui n'est pas complètement réouvert. Maintenant, tous les pays sont réouverts. Voilà, chaque pays va aller à son rythme. Et alors en France, il va se passer des choses aussi, puisqu'à l'automne, vous ouvrirez un nouveau concept. Alors là, c'est un peu le renouveau d'Angelina, Mademoiselle Angelina, un concept plutôt pour les jeunes, les millennials, d'après ce que j'ai compris. L'idée, c'est quoi? C'est de dépoussiérer cette image un peu vieillotte, un peu désuète peut-être? Alors, nous, Parisiens, on a ce sentiment parfois que, et moi la première, quand j'ai commencé à m'intéresser à la marque, qu'il pouvait y avoir ce côté poussiéreux. Et en fait, quand on voit les étrangers parler de notre marque, il faut faire un petit peu attention parce qu'eux voient un truc absolument extraordinaire. Donc il faut aller faire attention dans la... Oui, mais il n'y a pas que les étrangers, vous avez raison. Il n'y a pas que les étrangers. Il faut aussi capitaliser sur les clientèles françaises. Et donc, on était au musée du Luxembourg depuis 7, 8, 9 ans maintenant, et en fin de concession. Et donc, il y avait un appel d'offres pour le renouvellement de la concession. Et le Sénat qui a dit au musée du Luxembourg, parce que le musée dépend du Sénat, le Sénat a dit il faut que vous arriviez à moderniser votre programmation du musée et donc l'offre de restauration qui va avec. Donc le musée du Luxembourg nous a dit si on modernise tout ça, je crains qu'Angelina, vous ne soyez pas dans les clous. Et qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser faire, donc on va trouver une idée. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à Angelina Café, Angelina quelque chose, et que tout à coup, un matin, je me suis dit, mais non, mais c'est Mademoiselle Angelina. Mademoiselle Angelina. Et donc là, vous comptez en ouvrir d'autres? Il y a un plan de développement? Alors, on va déjà réussir le premier. Et puis, parce qu'on va sûrement... Moi, je voudrais en ouvrir. Et tous nos partenaires à l'étranger, quand j'ai commencé à leur envoyer des visuels, à leur en parler, ils étaient comme des fous. Donc, je leur ai dit, on va d'abord réussir notre ouverture, on va la peaufiner, parce qu'en plus, on est très contraint dans le musée. Donc, le concept n'est pas complètement abouti. Si on nous donnait une coque vide demain, il faudrait aller encore un peu plus loin. Mais effectivement, l'idée, c'est d'attirer une clientèle plus jeune, plus moderne, et avec un pouvoir d'achat qui peut être un peu moindre, parce que c'est vrai que rue de Rivoli, c'est quand même très statutaire. Voilà, Dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Avant de diriger Angelina, vous avez un parcours sympathique. Vous avez passé 27 ans chez Dorothée Nice, une marque qui est aujourd'hui en grand sommeil et qui montre bien la difficulté de continuer à susciter l'envie, l'engouement chez le consommateur. Qu'est-ce qui manque encore chez Angelina, selon vous? Sur quel levier est-ce que vous avez envie de travailler là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir vraiment reconquérir de manière massive les Parisiens, parce que justement, ils nous ont un peu échappé en laissant la place aux étrangers. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Et ce Mademoiselle Angelina, comme on a pu voir, je ne vais pas faire la pub pour d'autres, mais des Dior Miss Dior, des Mademoiselle Chanel, etc. Si je pouvais arriver à implanter cette marque Mademoiselle Angelina un peu partout, je serais absolument ravie. Isabelle Debardis, directrice générale d'Angelina, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Smart Stories. Tout de suite, on enchaîne avec Smart Tomorrow. Justine Hutto, Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear. Merci à vous. Smart Tomorrow avec Justine Hutto, cofondatrice de Respire. Bonjour Justine, ravie que vous soyez à nouveau avec nous dans Smart Stories. Et on est également avec Julien Sylvain, qui est le cofondateur de Teddy Bear. Vous restez avec nous, on va écouter Justine qui va nous parler d'un modèle, du modèle Respire qui est le DTC, Direct to Consumer. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Justine. Le modèle Direct to Consumer, déjà j'ai choisi cette chronique sur le modèle Direct to Consumer puisque je trouvais ça pertinent vu que Teddy Bear et Respire, c'est le point commun. Nous sommes deux marques avec le modèle Direct to Consumer. Sauf que Teddy Bear, c'est plutôt digital native. Pas spécialement, on en parlera après. On en parlera après, je pense que Julien nous donnera bien son avis sur le Direct to Consumer. On va voir la différence entre les deux en fait. Exactement. Alors le modèle Direct to Consumer, pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait les marques qui interagissent directement avec leur communauté, sans intermédiaire, via leurs réseaux sociaux ou via leur site. Alors, en fait, nous, à notre niveau, chez Respire, on a trouvé que ce modèle était intéressant puisqu'il nous permet vraiment deux choses dont j'ai envie de vous parler. Et puis Julien nous dira vraiment si lui, le modèle Direct to Consumer, il le perçoit comme Respire ou pas. Mais déjà, la première chose, c'est que le modèle Direct to Consumer nous permet d'avoir une compréhension profonde des personnes que nous servons, donc nos clients. Et à notre humble niveau chez Respire, nous avons une relation qui est directe avec notre communauté via Instagram, via notre site web, via WhatsApp, via des messages privés qu'on échange quotidiennement avec notre communauté, via même des sondages qu'on fait en story sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tous les clients qui vous écrivent, vous leur répondez?
Exactement. Mais tous les jours, à chaque fois qu'on nous écrit, on leur répond. C'est chronophage, donc, mais c'est ça le modèle. Dont c'est le métier. Évidemment, évidemment, et c'est ce qu'il faut. On souhaite vraiment répondre à tout le monde. On laisse personne sans réponse, et c'est ça qui nous permet de comprendre finalement sans biais ce que nos consommateurs veulent, qui ils sont, leurs doutes, leurs aspirations, leur humeur. Et ça, en fait, ça bat n'importe quel focus group traditionnels qu'on étudie en marketing, qui sont finalement des focus group beaucoup plus formels, beaucoup moins naturels, alors que nous, avec cette proximité de communication, on a la possibilité de comprendre vraiment nos consommateurs rapidement. Et ça nous permet plusieurs choses dans notre développement. Déjà, rien que pour le développement produit. Le développement produit, c'est le cœur de Respire. On travaille énormément nos projets de développement produit. On en a tous les mois, tous les 2 mois, voire tous les mois. Et on fait des typeforms très régulièrement avec notre communauté pour leur demander ce qu'ils veulent comme produit, leurs aspirations, leurs idées, mais même ce qu'ils pensent de nos produits actuels pour pouvoir les améliorer. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue avec nos produits. Et d'ailleurs, le 7 septembre, je vous le dis, on lance un nouveau produit, et c'est un produit sur lequel on travaille depuis 1 an, puisque notre communauté nous l'a demandé. Eh bien, Capucine, tu vas être déçue, mais je ne vais pas pouvoir le dire. Voilà, ce sera le 7 septembre. Rendez-vous sur Instagram Respire Naturel, où on vous dévoilera tout ça. Et donc, ce sont vraiment des produits que nous développons suite aux demandes de notre communauté. Mais est-ce que tout ce lien, ça change la perception de la marque pour le consommateur ? Alors évidemment, puisque le consommateur, en fait, le fait d'avoir cette relation directe avec, ça lui permet d'avoir une expérience client qui est globale. On le comprend mieux, on le sert mieux, on développe des produits qui sont beaucoup plus adaptés à ses besoins. Et en fait, aujourd'hui, avec les échanges qu'on a avec notre communauté, on se rend compte qu'une marque telle que nos consommateurs la perçoivent, ce n'est plus une marque où c'est juste un produit qu'ils achètent, mais finalement, c'est une marque à part entière avec ses engagements, ses valeurs, son devoir de transparence. Et lorsque le produit est vendu en fait au milieu d'autres marques, c'est là que potentiellement l'histoire de la marque elle est diluée, voire même perdue. Et c'est donc là toute la magie du modèle direct to consumer, où en fait toutes les informations dont notre communauté a besoin pour acheter sereinement et trouver facilement sur Internet l'histoire, l'engagement de la marque, comment le produit est fabriqué, où, par qui, même les avis consommateurs. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une expérience beaucoup plus immersive. Avec des événements physiques, ils viennent dans nos bureaux, des lives sur nos réseaux sociaux, même des expériences d'unboxing. Ils reçoivent les produits qui sont beaucoup plus adaptés, avec des petits cadeaux exprès pour eux. Et donc, en fait, chez Respire, alors, on n'est pas uniquement direct to consumer, et c'est là toute la subtilité, c'est qu'on a fait le choix d'avoir un modèle qui est hybride, avec un modèle direct to consumer plus du retail. Alors, pourquoi ce choix ? En fait, ce sont 2 canaux qui sont très complémentaires et c'est une bonne manière pour nous de grandir. Et en fait, c'est surtout que les consommateurs nous voulaient dans leur magasin. Ils souhaitaient nous trouver là où ils font leurs courses. Donc, en tant que marque consumer-centric, on a fait le choix d'aller là où les consommateurs nous cherchaient. Et c'est surtout que ça nous permet, en étant vendus en offline, en physique, dans les magasins, de se faire connaître auprès de nouveaux clients. Et c'est là toute la difficulté du modèle direct to consumer, c'est qu'il faut être capable de créer une communauté, de l'animer. Et ça, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Donc on n'est vraiment pas loin, on frôle le modèle d'INVB dont on va parler tout de suite avec vous, Julien Sylvain. Vous êtes donc le fondateur de Teddy Bear. Je rappelle que c'est une marque française de matelas que vous avez lancée en 2015, donc il y a 5 ans, après d'abord 2 premières expériences professionnelles, notamment dans la lingerie féminine avec Lemon Curve. Et la première expérience, c'était des lits de camp pour l'aide humanitaire. Des lits de camp pour l'aide humanitaire, rien à voir. Mais donc, déjà dans la literie. Déjà dans la literie. Alors Teddy Bear aujourd'hui, ce sont des produits largement dédiés au monde du sommeil, puisqu'on va en parler, vous élargissez progressivement votre gamme. Tout est parti d'un produit en 2015, ce fameux matelas extraordinaire. Alors aujourd'hui, on voit vos campagnes de pub un peu partout, sur les bus, à la télé, etc. Ça veut dire quoi ? Que vous saisissez l'opportunité de la crise, ou ça veut dire que Teddy Bear ne connaît pas la crise ? Teddy Bear ne connaît pas la crise pour l'instant. C'est vrai qu'on a un modèle qui est particulièrement adapté à ce contexte Covid et post-Covid. On a une offre qui est très simple, donc parfaitement adaptée à Internet. Et je pense que c'est un des points que tu soulèves, c'est avoir une offre qui permet aux consommateurs de s'y retrouver. Et aujourd'hui, si on imagine Internet comme le monde physique, en fait, ça ne marche pas. Avoir plein de marques, plein de choix, des produits à comparer, ce n'est pas du tout adapté. Nous, avec le modèle DNVB, on a une offre qui est très courte, qui est redoutablement adaptée à une cible précise. Mais ça ne marche pas, mais Renault, ils ont quand même un panel de voitures, ils n'ont pas une seule voiture.
Non, tout à fait. Mais ça, c'est très adapté au modèle de distribution physique. Sur Internet, on peut imaginer un monde Amazon où du coup on va comparer les produits avec des notes, avec des prix uniquement. Mais il y a des produits pour lesquels on va avoir besoin de faire une quête de science un peu plus importante. On va avoir besoin de comprendre où c'est fabriqué, par qui, comment, qui est à l'intérieur. Et du coup, une offre très courte comme celle de Teddy Bear, c'est parfaitement adapté à Internet. Donc nous, pendant la crise du Covid et dans l'après-Covid, nous, on marche bien en ce moment parce qu'en fait... Alors, c'était ma question, on achète des matelas pendant le confinement ? Nous, évidemment, pendant le début du confinement, comme tout le monde, a une activité qui était au point mort. Et après, ça a très vite reparti parce qu'en fait, on est dans l'ameublement et en fait, les clients avaient envie de prendre soin de leur intérieur. Donc, le marché de l'ameublement a bien marché pendant le confinement et fonctionne bien après le confinement. Ensuite, une offre qui est produite pas loin, avec des exigences pas loin, de c'est qualité. En France, il faut le France dire. et Belgique. On produit une partie de nos matelas en Belgique. Okay. Donc une offre qui est produite pas loin. Donc on n'a pas eu non plus beaucoup de problèmes de production. On n'a pas été dépendant d'approvisionnement qui venait de très loin. Donc on a pu fonctionner pendant la crise. Et on a un modèle qui est sur intermédiaire où la logistique est particulièrement intégrée. Donc on était capable de livrer en 24-48 heures, même en plein Covid. Comment est-ce que vous pouvez proposer un produit unique alors que justement, dans n'importe quel grand magasin, vous avez 50 voire 100 matelas complètement différents ? Ouais. Comment réussir à convaincre le consommateur que ce produit, il va aller aussi bien pour un jeune que pour un vieux papy? En fait, nous, ce qu'on a appris, c'est le problème à l'envers. On a essayé de comprendre pourquoi les matelas, il y avait une offre qui était aussi importante et aussi variée. Et la réponse, c'est qu'on a donné des outils aux vendeurs de matelas pour qu'ils puissent du coup segmenter et convaincre leurs clients. Et nous, plutôt que de donner des outils aux vendeurs, parce qu'on n'a pas d'intermédiaire, du coup pas de vendeur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plus d'argent dans la qualité du produit. Ouais. Donc en fait, on est capable d'expliquer vraiment de manière très rationnelle aux clients pourquoi à 650 €, c'est le prix du matelas double chez Teddy Bear, il va se payer un matelas qui va valoir 1500 € s'il l'achetait chez un distributeur classique de literie. Donc en fait, on a mis plus d'argent dans le produit, on a simplifié toute la chaîne de valeur, donc on n'a pas d'intermédiaire, on livre un produit qui est comprimé roulé, donc qui prend moins de place à livrer, et on a massifié la production sur un seul modèle. Donc c'est les trois éléments qui nous permettent de vendre beaucoup moins cher un produit d'une qualité supérieure. Vous continuez à investir sur le produit puisque c'est le nerf de la guerre pour vous? Alors on continue à améliorer notre produit constamment, mais on continue surtout à développer notre gamme de produits. On veut être l'alternative pour tous les produits de la literie. Donc l'alternative. Non mais là je vous parle du matelas. Sur le matelas, vous continuez à investir sur le produit en lui-même pour justement la référence qui devienne totalement incontournable. Aujourd'hui, il l'est. Vous avez quand même beaucoup de concurrents. Alors, on a beaucoup de concurrents. Donc, il est incontournable, mais vous êtes très attaqué par la concurrence. C'est vrai, mais on a une offre qui est quand même assez unique. Eve, Emma, Simba, Hypnia, Bruno Matelas. Il y en a plein. Ah oui, ils vous ont tous emboîté le pas, hein, c'est marrant. Ouais, alors on n'était pas les premiers en Europe, on n'était pas les premiers aux États-Unis, il y avait d'autres acteurs. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire vraiment à la française, donc avec un confort pour les Français. Ah donc, oui, parce qu'il y a un confort pour les Français et pour les Américains. En France, il y a un culte du matelas ferme. On rentre dans le dur là. Non, mais les clients français veulent un matelas ferme. Alors techniquement, d'un point de vue, on va dire kiné, médical, c'est un peu une aberration, mais ils veulent des matelas très fermes. Donc nous, on a un matelas qui est très très ferme, qui est comme tout accueillant, donc on ferme mais accueillant à la fois, mais qu'on a vraiment pensé pour le client français. Et ensuite, on a adapté notre design, notre communication aussi à ce marché. Et évidemment, toute notre chaîne logistique, notre service client, donc on est très très performant. On livre en 24-48 heures, on vous reprend votre matelas en 24-48 heures, les deux sur des créneaux très très courts. Et donc on s'est adapté à notre marché. Et aujourd'hui, on est les premiers sur ce créneau. Justine. J'ai une question. Je parlais du modèle direct to consumer et on parlait du modèle DNVB. Alors, le modèle DNVB, c'est le Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est les marques qui sont nées sur le digital et qui ont vraiment intégré toute la chaîne de valeur. Et communauté forte. Et je voulais savoir, et donc vous avez intégré toute la chaîne de valeur de la production jusqu'à la distribution? Alors, sur la production, on sous-traite notre production à des fabricants de matelas. Par contre, on achète nos matières. Donc en fait, on connaît très très bien notre produit. On est vraiment partenaire, qui n'est pas réellement des sous-traitants. Donc on est vraiment partenaire de nos fabricants. Et on va le plus loin possible dans la chaîne de valeur. Donc on a des camions Teddy Bear, on a des sous-traitants transporteurs évidemment, parce qu'on n'arrive pas à livrer toute la France nous-mêmes. On essaie d'être le plus intégré possible. Être proche des envies, de ce que pense le consommateur, c'est exactement ce que disait Justine tout à l'heure. Vous proposez de tester votre matelas pendant 100 jours, c'est ça? Tout à fait, on livre le produit très rapidement. Donc ça fait partie finalement de l'ADN de la DNVB. Très bien. Qu'est-ce que vous faites du matelas qui vous est retourné à J99? Alors, on a un peu moins. Vous le remballez? Non, on les remballe pas. On peut pas les remballer. Donc vous le perdez. On les donne à Emmaüs aujourd'hui, qui est notre partenaire. Donc il y a des produits qu'on va sanitiser, on va changer les housses abîmées, dégradées, et on va les donner à Emmaüs.
Et on a très peu de retours en pourcentage, donc il y a quand même plusieurs semi-remorques tous les mois parce qu'on vend beaucoup de matelas. Mais ces produits, du coup, on les valorise très bien parce qu'on les donne à Emmaüs. Et ceux qui ne sont pas en état d'être donnés, ils sont recyclés en bennes écomobilier. Et sur le modèle de distribution, donc tu le disais, vous vendez en ligne. Et c'est quoi votre autre modèle de distribution ? Alors, on a ouvert depuis un peu plus d'1 an maintenant une boutique qu'on appelle la Boîte de Nuit, qui est dans le centre de Paris. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était mettre un pas dans le retail parce qu'en fait, 80% du marché du matelas, il est encore dans le monde physique. Les gens ont besoin de tester finalement. C'est un groupe de clients, un grand groupe de clients qui va avoir besoin quand même de voir le produit ou d'avoir un premier contact avec la marque. Et en fait, quand on achète un matelas, on achète de la confiance. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est faire un lieu qui soit vraiment à l'image de ce qu'on est capable de faire sur Internet. Donc, beau, léché, avec une grande exigence de qualité pour présenter nos produits. Et exactement comme le site français, comme Cézanne, etc. Qui sont des DNVB également. Exactement. À l'heure où la crise fragilise quand même des entreprises, à l'heure où les stocks s'accumulent, à l'heure où on voit des remises, des ventes privées, des ventes sur VP qui deviennent de plus en plus importantes, vous avez une stratégie complètement différente, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas faire de solde du tout. Qui paye le prix fort au moment où justement tout le monde fait des remises ? Qui va avoir envie d'acheter votre matelas au prix fort à l'heure où on peut voir des déstockages ? En fait, pour nous, il n'y a pas de prix fort. Pour nous, c'est du everyday low price. En fait, on a le prix juste au prix normal, oui. Et en fait, je suis d'accord, mais à un moment où d'un Lopilo va aller déstocker à 70% parce qu'il a trop de stock. Oui, mais c'est artificiel. En fait, c'est pas de la vraie. Bon, évidemment, s'ils font vraiment du déstockage, ça peut être une opportunité pour le client. Oui. Mais nous, on a un modèle où on fait moins de marge que ces gens-là, parce qu'eux, ils vont passer par des distributeurs, ils vont avoir 25 modèles avec juste la couleur du produit qui est différente. Et nous, on a pensé notre modèle pour être plus performant qu'eux sur le prix de vente aux clients. Donc en fait, on est vraiment capable de le prouver mécaniquement à notre client. Et donc là, en cette période de crise, sans solde, vous tenez le... Ah ouais, et on est très content de nos chiffres parce qu'on a une offre qui est produite pas loin, qui plaît aux clients, parce qu'on a un produit de qualité, qu'on a un gros bouche à oreille sur notre produit. On est rentré dans le top 40 des marques préférées des Français, d'après Fox Intelligence, parce qu'on a réussi à créer cette désirabilité autour de notre produit. On a un super service et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Une fois qu'on a acheté son matelas, c'est pas tout à fait la même chose qu'avec Respire, parce qu'on peut acheter... non, lui, il y a un rachat plus régulier quand même. Le client, il s'en va. Quel est son intérêt de rester dans la communauté ? Qu'est-ce que vous lui offrez en fait pour le fidéliser ? Déjà, on a une gamme de produits qu'on a un petit peu élargie. Donc, on a oreiller, couette, linge de lit, etc. Donc, il y a d'autres produits qui peuvent générer du réachat. Et en fait, depuis le tout début de Teddy Bear, notre conviction, c'est de faire de nos clients des porte-paroles plutôt que d'aller chercher forcément le réachat. Donc, on les fait rentrer dans la communauté pour qu'ils parlent de nous. Et en fait, aujourd'hui, quand on pose la question à nos clients, comment ils nous ont connus, le premier motif, c'est par un ami. Dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Votre promesse de départ, c'est donc un matelas. Et puis petit à petit, vous avez élargi la banquette de lit, le linge de lit, les couettes. Vous qui cherchez justement de la lisibilité en termes de prix, est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de brouiller le message pour le consommateur qui ne s'y retrouve pas ? Ouais, alors on essaye à chaque fois d'être très simple sur notre offre. Donc par exemple pour le canapé, on a un canapé lit, on a une banquette qui est un peu différent. Et on essaie du coup d'avoir toujours la même approche. Et en fait, on répond aux besoins de nos clients. S'il y a des demandes qui sont faites, la question de est-ce que votre matelas il va pour un canapé lit, on l'a tous les jours. On a fait un canapé lit qui nous permet d'avoir un vrai couchage permanent sur un beau canapé. Et ça, il n'y a personne qui le faisait réellement. Du coup, on a utilisé notre créativité et ce qu'on a de tous nos clients avec le modèle DNVB pour faire le produit qui soit adapté à ses besoins. Merci beaucoup Julien Sylvain. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Teddy Bear. Merci d'être venu dans Smart Stories. Justine Hutto, merci pour cette chronique. Merci Capucine. On se retrouve dans le 15 jours. Septembre. Dans un mois, le 24 septembre, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans la suite de Smart Stories pour de nouvelles histoires audacieuses d'entrepreneurs.